Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, on rencontre Françoise Lagacé qui est impliquée auprès de Développement Épais depuis plusieurs années. Elle a eu la chance de voyager à l'étranger et de voir les partenaires de Développement Épais travailler à améliorer les conditions de vie des personnes qui subissent de l'injustice sociale et vivent dans la pauvreté. Bienvenue tout le monde à l'Informel. Bienvenue Françoise à l'émission. Je te remercie beaucoup de m'accorder du temps aujourd'hui. Ça va être un plaisir d'avoir une conversation avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, puis le plaisir est pour moi aussi. C'est fun parce que on a eu la chance de parler de développement épais là, avec Louise il y a 2 émissions de ça. Et puis là, on va pouvoir continuer cette conversation-là avec vous qui a une expérience différente que celle de Mme Plouffe il y a 2 semaines. Et puis, fait que j'ai hâte d'entendre votre expérience parce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez vu des choses qui vont être intéressantes à discuter. Mais je pense que ce serait intéressant pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'émission avec Mme Plouffe peut-être de rappeler aux gens. Donc, qu'est-ce que c'est que Développement épais? C'est quoi la mission? Oui, c'est excellent. Développement épais, d'abord, c'est un mouvement. C'est un mouvement social de l'Église catholique, donc d'engagement social. On dit aussi que c'est un mouvement démocratique parce qu'à la base, il y a des membres. Qui dit mouvement dit membre. À travers le Canada, il y a à peu près 10 000 membres. Puis un membre, c'est pas juste un donateur, c'est quelqu'un qui a signé sa carte pour dire que, bon, mais moi, je veux participer à la mission de développement épais, puis à sa vision du développement, de sorte que les membres se réunissent souvent au niveau diocésain. Louise, elle est la présidente du conseil diocésain. Alors, les membres viennent des différentes paroisses. Ils se rencontrent en conseil diocésain au moins 3 fois par année pour s'approprier les diverses campagnes de développement épais et ensemble discuter, échanger, mieux connaître les partenaires. Et les membres aussi se réunissent une fois par année en assemblée régionale. L'assemblée régionale, c'est par exemple nous, à Gatineau, on fait partie de la région du Québec, Nouveau-Brunswick francophone. Alors une fois par année, on se rencontre, on est une centaine de personnes et on échange ensemble sur nos expériences de partout à travers le Québec. Et puis, on apprend à mieux connaître les partenaires. Des fois, il y a des partenaires qui nous visitent. On pose des questions, puis on donne aussi, on participe à donner des orientations à développement épais. Et à tous les 5 ans, dans nos statuts et règlements, on a une assemblée d'orientation pan-canadienne. La dernière a eu lieu en 2015. On aurait dû en avoir une en 2020. Vous comprenez qu'on n'en a pas eu. Ben oui. Et donc, ça a manqué beaucoup. Là. C'était comme... Et puis, 2021, c'est pas sûr. Peut-être qu'il y aura quelque chose, bien justement, là, par Zoom. Je pense que les membres ont vraiment besoin de communiquer ensemble puis de sentir la solidarité. C'est un mouvement aussi qu'on dit prophétique parce qu'il est ancré dans l'enseignement social de l'Église, dans le projet biblique aussi. Et c'est assez étonnant ce qu'on peut puiser comme inspiration. Il y a un texte dans la Bible au tout début qui dit, Dieu dit, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Et là, on se dit, c'est utopique, hein? Puis en même temps, après, il dit, mais s'il y a un pauvre chez toi, tu ne fermeras pas ton cœur, tu ouvriras ta main, puis tu partageras avec lui ce que tu as pour qu'il manque de rien. Là, il revient un peu plus tard, il y en aura des pauvres chez toi. Oublie pas. Ferme pas ton cœur, ouvre ta main et partage. Tu es responsable qu'il ait ce dont il a besoin pour vivre. Et donc, c'est l'inspiration de base qui fait qu'on fait partie d'une grande famille humaine, puis on est un peu responsables les uns des autres. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en aperçoit de plus en plus. Donc, on est un mouvement social, démocratique, prophétique de l'Église catholique, né en 1967, à l'occasion du Concile Vatican II, quand les évêques sont revenus. Ça change le monde de rencontrer comme ça des évêques de partout, puis de connaître la réalité du terrain. Alors, c'est là qu'ils ont eu l'idée de fonder ce mouvement-là. Puis le nom, Développement épais, ça vient d'un des textes bibliques issus du Concile qui se termine en disant « Et désormais, le développement sera le nouveau nom pour la paix. » La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est le développement intégral pour tous les humains et de tout l'humain. Et donc, c'est l'inspiration de base. Développement épais. C'est amusant parce que j'avais animé un jour une petite session avec des familles, puis il y a un enfant coquin qui lève la main puis qui me dit « Pourquoi tu dis qu'il est épais ton développement? »
Là, il me fait un clin d'œil en disant, je ne sais bien que c'est pas ça, mais ça sonne comme ça, là. Ah, c'est drôle. Donc, Mais ce ça a qui est, plus de 50 ans, cette grande aventure-là. oui, puis je peux imaginer, parce que quand vous vous rassemblez, les membres, il doit y avoir une belle énergie de dire, parce que tu sais, quand tout le monde est réuni autour d'un projet comme celui-là, je peux imaginer que il y a une belle chimie entre vous autres quand vous vous rencontrez pour discuter des orientations et tout ça. Ah, absolument. C'est des gens passionnants, c'est des gens engagés. Et je vous avais parlé des différentes assemblées, mais dans les assemblées régionales, on élit des membres qui seront au Conseil national. Le Conseil national, c'est comme le conseil de direction de développement épais. Hmm. Et ce sont tous des bénévoles de Vancouver jusqu'à Terre-Neuve. Au départ, il y avait 21 membres, dont 2 jeunes adultes, parce qu'il y a un mouvement d'aide de jeunes aussi. Et, euh, et autour de la table, c'est magique l'énergie qu'il peut y avoir. Hmm. Des gens qui viennent de toutes sortes de domaines, mais qui sont tous convaincus puis animés ensemble. Et il y avait 2 évêques qui nous accompagnaient. Bon, ils venaient faire un petit tour avec nous. Il y avait rarement le temps de rester toute la fin de semaine, mais quand même, il y avait cette rencontre-là. Récemment, ça a dû changer. Maintenant, nous sommes 12 membres nationaux élus au Conseil et 4 évêques pour créer davantage de liens entre les évêques et nous aujourd'hui. Et c'est pas vraiment une bonne chose, une grande aventure, là. C'est une grosse équipe, mais aussi c'est des gros projets, dans le sens que moi, j'ai été impressionné quand j'ai lu sur l'organisation de voir comment vous êtes répandu à travers le monde. Mm-hmm. Évidemment, en 50 ans, il y a tout un bagage d'expérience et puis de relations puis de partenariat. Ce qui est important à retenir, peut-être, c'est le mot partenaire, parce que les gens avec qui on travaille dans le Sud, ce sont des partenaires. Hmm. On n'est pas des bienfaiteurs envers eux, on est des partenaires. C'est une relation d'égal à égal. Mm-hmm. Les projets, c'est eux qui les développent, c'est même eux qui les pensent. Nous, on les accompagne. Et j'ai hâte de vous parler de projets que j'ai visités, de gens que j'ai rencontrés. Ben, on peut en parler. On va en parler tout de suite pour pas retenir votre hâte. Donc, ben, d'abord, bon, vous avez eu la chance de voyager et voir les partenaires sur le terrain. Comment... ben, d'abord, c'était quoi le but de votre visite quand vous avez décidé de partir? Ça fait partie un peu du mouvement, cette idée de permettre à des bénévoles engagés de faire un voyage d'immersion à la rencontre des partenaires. Alors, on fait un petit tour des partenaires du pays que l'on visite et on voit sur le terrain comment ils agissent, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur réussite, c'est quoi leurs défis. Et c'est des rencontres amicales vraiment là, exceptionnelles parce qu'habituellement, c'est des petites histoires qu'on lit ou des petites vidéos qu'on voit, mais là, on a la chance d'aller sur le terrain. Ce voyage-là, en fait, c'est pas Développement épais qui le paie pour nous. On paie nos dépenses. S'il y a des jeunes qui nous accompagnent, bien, on fait des petites levées de fonds dans l'année pour leur permettre, pour pas que ce soit juste les gens qui ont un petit peu d'argent à la banque qui peuvent faire le voyage d'immersion. C'est vraiment ouvert aux membres. Et puis, donc, c'est vraiment de les rencontrer et puis qu'eux nous connaissent aussi, là, parce que, et comme je vous dis, on n'arrive pas là comme des bienfaiteurs, mais vraiment comme des partenaires. Et ces gens-là sont tellement heureux. Tu sais, ils nous disent, on est tellement heureux de savoir que vous savez qu'on existe, que vous savez les défis qu'on relève, parce que combien de fois les défis peuvent sembler si grands et on sent qu'on est seul au monde à les vivre, mais là, on sent qu'il y a une belle relation de solidarité qui s'exprime. Et on ne va pas là pour travailler, là. On va là pour les rencontrer. Puis ces gens-là, c'est qui ces partenaires-là? Là? Parce que de ce que j'ai vu, il y en a des groupes, on voit même des jeunes, là, c'est beaucoup de tranches d'âge. Pourquoi? Mon préféré, en fait, ils étaient nos partenaires pendant de nombreuses années. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nous, mais c'est tellement une belle histoire. C'est au Pérou et ça s'appelle MANTOC. C'est un acronyme pour dire que c'est un mouvement des enfants et des adolescents travailleurs de la rue. Et là,
Les gens nous disent, ça n'a pas de bon sens, ça doit être des gens qui militent contre le travail des enfants, mais pas du tout. C'est ça qui est étonnant. Mais on se rend compte que la réalité sur le terrain, les enfants de Lima qui habitent dans des bidonvilles, le travail des enfants est comme nécessaire. Okay. Il ne faut pas beaucoup de sous, mais juste ce qu'il faut pour aider la famille. Et les enfants ne sont pas victimes. Ils sont presque même heureux d'aider leur famille puis de rapporter quelques sous. Sauf que c'est extrêmement difficile. Quand je dis des enfants, là, c'est de 6 ans à 17 ans. Alors, si vous avez des enfants, moi, quand je suis allée, j'avais un petit-fils de 6 ans. Et quand j'ai vu ces enfants-là, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, quelle chance on peut avoir. Mais en même temps, ces enfants-là sont tellement pas des victimes. Alors, la maison, Montauk, c'est comme un peu une maison de la famille. Ils reçoivent les enfants pour le dîner, entre autres. C'est comme ça qu'est le lieu de rassemblement. Et manger ensemble autour d'une table, manger à sa faim, c'est drôlement important. Les petits vont à l'école le matin, les plus grands l'après-midi, partagent la même école, de sorte que la maison les accueille à tour de rôle. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, quel travail ils font, les enfants? Dans la rue, le matin, très tôt, là, eux, ils habitent sur la colline parce que Lima, c'est une ville construite autour de différentes collines, pas verdoyantes du tout, là, c'est du sable, de la poussière, Okay. et les maisons qui grimpent. Souvent, c'est des terrains qui ont été squattés par des gens qui arrivent de la campagne, essayant de trouver une meilleure vie à la ville, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Alors, tôt le matin, les enfants sont dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des crayons, ils vendent des bonbons, ils vendent le journal, ils vendent de l'eau, ils aident, ils font des commissions, vont porter des choses. Un travail dur pour des petits bouts de chou, là. Mm-hmm. Plus vieux, c'est peut-être un petit peu plus difficile, diriger les gens vers les bons petits autobus et des choses comme ça. Et c'est extrêmement dur, mais à la maison, on les accueille, puis on reconnaît qu'ils ont un droit au travail. Et on les a aidés à avoir leur permis de travail dans la rue. Ça a l'air de rien, mais les plus petits, les plus fragiles sont souvent bousculés par les plus grands et puis ils n'avaient pas l'attention des adultes. Alors maintenant, ils ont droit de citer. Ils ont le droit d'être des travailleurs dans la rue et on leur reconnaît cette dignité-là. Et quand on était là, ils ont fait une petite pièce de théâtre pour nous raconter comment ils avaient travaillé pour avoir leur petit permis. Qu'est-ce qu'ils vivaient dans la rue avant? Qu'est-ce que d'avoir leur permis de travail? Ensuite, il y a des petits ateliers d'estime de soi. Il y a des petits ateliers aussi pour apprendre des petits métiers, de la couture. Ils font des cartes du scrapbooking, qu'on appellerait aussi, là, des vraies petites merveilles qu'ils peuvent vendre. Alors, ils apprennent un petit peu les techniques de l'entrepreneur. Il y a des cireurs de chaussures, c'est donc des petits artistes. Ils ont des petites boîtes de bois remplies de couleurs et de crèmes. Et ils vous font une paire de souliers à neuf avec leurs petites crèmes et leurs brosses. Là. Et ils sont tellement fiers de ça, le sourire aux lèvres, de sorte qu'on a eu un réel coup de cœur pour... on n'est pas les seuls partenaires de ça, parce qu'on n'arriverait jamais à pouvoir financer ces projets-là. Il y a plusieurs partenaires, dont nous, on était. Et c'est un projet tellement unique qu'il a voyagé dans le monde. Il y a des petites maisons Montauk en Afrique, en Inde, parce que là où des enfants doivent travailler, et que tu dois les aider à être des petits travailleurs dignes dans la rue, c'est une petite merveille, ce projet-là. C'est donc dire, dans le fond, que si ce n'était pas de cette collaboration-là que vous avez eue avec ces partenaires-là, ils ne pourraient pas travailler dans ces bonnes conditions-là. Vous avez parlé, bon, ils se faisaient bousculer, des choses comme ça. Ça avait l'air de quoi? Quand ils ont fait la présentation, c'était quoi la réalité de leur travail avant que ces choses-là soient établies? Bien, avant, c'est ça. Dans leur petite pièce de théâtre, ils nous expliquaient, mais tu sais, nous, on parle un peu espagnol, hein? On écoute beaucoup, mais on a bien compris par la mime qu'ils ont fait que dans la rue, c'était pas difficile. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais maintenant, ils sont comme solidaires. Les plus grands prennent soin des plus petits. Ils ont leur permis d'être là, de sorte que même les policiers, des fois, viennent à leur aide s'ils sont ennuyés. Et ils sentent qu'ils sont des vrais travailleurs. C'est pas parce que j'ai 6 ans que je suis rien du tout, que je suis une victime, que je dois travailler. Ce sont des enfants qui étaient, mais vous auriez dû les voir, là,
joyeux et heureux de nous raconter leur histoire, de sorte que nous, ça nous a fait tellement plaisir, là, parce qu'au départ, on arrivait là en se disant pauvres enfants, puis là, on est revenu en disant waouh, ils sont vraiment impressionnants. Et il y a de ces enfants-là qui sont devenus animateurs de Maison Montauk, il y en a qui sont devenus entrepreneurs, il y en a qui un jour peut-être feront de la politique parce qu'ils sont tellement articulés, ils ont appris à se développer ensemble. Et c'est donc dire que ça crée des changements à long terme. C'est pas juste pour le temps qu'on travaille, mais c'est quelque chose qui est durable. Là. Exactement. Puis ça se renouvelle parce qu'il y a des nouveaux enfants qui arrivent à chaque année. Hein. Ça a changé votre perception, j'imagine, de ce que c'était? Absolument, parce que moi, j'aurais plutôt milité contre le travail des enfants. Mm-hmm. Et je pense c'est ce qu'on aurait tendance à dire là, quand on entend ça. C'est pas des esclaves, ces enfants-là. C'est des enfants qui sont solidaires de leur famille et puis qu'on les aide à se sentir dignes là-dedans. Là. Puis j'imagine aussi pour les parents, puis pour le reste de la famille, ça doit avoir un sentiment de sécurité, de voir que c'est mieux encadré. Oui, puis comme parent, tu ne te sens pas indigne d'obliger ton enfant à travailler aussi. Là. C'est toute la famille qui bénéficie de ça. Là. On ne s'imagine pas qu'est-ce que c'est la vie ailleurs tant qu'on ne met pas les pieds là. Hein. Ouais. On a vu aussi des jeunes adultes. Par exemple, en Sierra Leone, je suis allée au Pérou, puis en 2008 en Sierra Leone. Alors, la Sierra Leone, c'est un pays qui a été ravagé par une guerre civile, la guerre des diamants, entre autres, autour des enfants soldats, des atrocités incroyables. Et de sorte que quand tu te relèves de ça, il y a tellement de blessures. Comment tu fais? Alors, il y a un volet réconciliation et paix dans le travail de développement et paix, justement. Et on a rencontré en Sierra Leone un centre de jeunes. Et il y a le mot sport dedans, le Youth Sport Center. Parce que, on le voit pendant la pandémie, nous autres, comment on se dit, c'est tellement important que nos enfants puissent faire du sport, de la musique, du louvetisme, parce que c'est formateur, Et donc, pour sortir de la misère, le sport, c'est aussi souvent une activité extrêmement formatrice. Alors, autour du sport, tu fais des rencontres et tu crées des liens, tu crées des solidarités et tu crées des jeunes leaders. Alors là, c'était magnifique, c'était dehors, comme il se doit en Afrique, autour d'un arbre à palabres, là, et une magnifique rencontre intergénérationnelle avec ces jeunes-là qui nous parlaient de leurs projets, de leurs réalités. Et ils sont en train de former des petits leaders. Et ces jeunes-là vont souvent dans les écoles primaires ou secondaires pour animer des jeunes aussi à partir de ce qu'ils ont reçu. Il y avait beaucoup de rivalité, beaucoup d'animosité après la guerre. Il y a eu beaucoup d'enfants soldats et il y a beaucoup de méfiance par rapport aux jeunes parce que tu ne sais jamais si ces jeunes-là viennent de cette lignée-là et qui peuvent causer du trouble. On a de la misère à leur faire confiance. Alors, il faut recréer ce climat-là avec eux. Et donc, on était tellement fiers de sentir que nous, on était solidaires de leur démarche, on était partenaires avec eux et eux étaient tellement heureux de nous raconter leurs belles histoires. Il y avait dans ce groupe-là aussi un groupe de jeunes femmes parce que la vie des jeunes femmes est difficile et elles ont besoin beaucoup de soutien, d'apprendre à s'affirmer. Et en fait, les personnes les plus impressionnantes qu'on a rencontrées dans le groupe, c'était 2 jeunes filles. Un jour, il y aura peut-être une présidente au Sierra Leone. Ils font des choses extraordinaires avec les jeunes, en commençant par le sport qui crée des liens, puis ensuite par de l'animation, de la formation. J'ai pas rencontré, mais à un moment donné, pendant le carême, vient parfois des partenaires du Sud et il était venu quelqu'un du Burundi, d'un centre jeunesse là-bas. La difficulté au Burundi, c'est la confrontation entre le clan des Hutus et des Tutsis. Alors, il y a un clan plus victime que l'autre, il y a de la guerre entre eux, il y a eu des massacres.
Mais pourtant, ils vivent côte à côte, là. Alors, dans ce centre-là, c'est le sport aussi qui a été l'élément central. Alors, les jeunes viennent, puis quand tu te mets à jouer au soccer, t'oublies que toi, tu es un Hutu, toi, tu es un Tutsi, ma famille veut te tuer. Ils jouent ensemble, ils s'apprécient, ils deviennent des coéquipiers. Et puis, suite à ça, ils continuent de la formation, du leadership avec eux. Et tranquillement, c'est comme si à partir de ces jeunes-là, tu vas espérer changer la société parce que c'est eux qui, en revenant à la maison, ils transforment progressivement leurs parents. C'est pas facile. Raconter comme ça, mais c'est tellement beau, mais il reste que les rivalités demeurent au fond, là. Et ce magnifique jeune homme qui était venu nous parler de ce centre-là, quelques années après, il a été assassiné. Et c'est pas rare que parmi nos partenaires, il y a des gens qui risquent leur vie pour défendre leurs droits à une vie digne, par exemple, avec des compagnies minières ou des grandes compagnies qui viennent briser des forêts pour pouvoir faire de l'élevage, des grands propriétaires terriens. Et des fois, ils mettent leur vie en danger et il arrive que... Alors, ce gars-là a été assassiné. On a été absolument troublés. La maison n'est pas morte pour autant. Elle existe encore. Puis c'est encore un de nos partenaires avec ces jeunes gars-là et ces jeunes filles avec qui on espère former le monde de demain dans leur pays. Mais la réconciliation et la paix, c'est au quotidien, dans des petites activités que ça se construit. C'est absolument inouï. J'imagine qu'il faut le voir comme ça, que c'est dans ces petits gestes-là, parce que sinon, l'ampleur est comme trop grande en quelque part. Exactement. Ça me fait penser quand à la télé, on voit les bulletins de nouvelles, quand on ne parle pas de la pandémie, parfois on voit en Syrie et on voit la démolition, le désastre humain qu'il y a là. Et moi, je sais qu'on a des partenaires en Syrie, mais c'est un petit peu comme un monde souterrain. Ils n'ont pas une adresse au coin de la rue pour dire qu'on est partenaire, là, parce que c'est risqué. Mais c'est beaucoup du travail avec les femmes et dans des sous-sols. Et le premier objectif, c'est de les mettre ensemble, de les rassurer, de les rendre solidaires. Il y a de l'alphabétisation qui est faite. C'est comme pour préparer l'après-guerre. Donc, de l'alphabétisation, c'est bien. Et ensuite, des petits métiers qu'on les aide à, un peu comme à Montauk, là, un peu de couture, un peu de ci, un peu de ça, pour qu'elles apprennent des petits métiers qui pourront les aider peut-être à gagner leur vie après la guerre. Mais ça se passe de façon un peu souterraine là, pour que... Et moi, je sais qu'en voyant le désastre, et tu dis, tu as le goût de pleurer quand tu vois ça, puis là, tu dis, moi, je sais que dans le souterrain, il y a de la vie qui est en train de se préparer. Ça va prendre du temps. Du temps, puis j'imagine beaucoup de courage pour les gens qui vivent dans ces situations-là. Ça ne doit pas être facile de se joindre à un organisme qui veut changer les choses, alors que, vous l'avez dit, leur vie souvent est en danger, là. Donc, j'imagine que vous avez été témoin de beaucoup de courage là, chez ces gens-là. Oui, beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de solidarité. Par exemple, en Sierra Leone, je vous ai dit que c'était le grand défi, c'est avec les compagnies minières. Et malheureusement, ils ont des ressources en or. Et c'est fou, ils nous disent souvent, nous, notre drame, c'est d'avoir des grandes ressources. Tu pourrais penser que si tu as des grandes ressources, ton pays va s'enrichir, va se développer. Mais non, c'est des grandes compagnies qui ont la mainmise dessus. Et sans doute qu'il y a des gens du gouvernement qui reçoivent beaucoup d'argent, de sorte que c'est les gens qui habitent autour de la mine, c'est eux les vraies victimes. Et donc, on a rencontré un petit... ce partenaire-là, c'est un réseau de mouvements pour la justice et le développement. Et c'est intéressant parce que c'est né il y a une vingtaine d'années, je pense, d'un groupe de jeunes qui faisaient de l'Action catholique. Ça a été très fort aussi au Québec, l'Action catholique, la jeunesse étudiante catholique, la jeunesse ouvrière catholique, le mouvement des travailleurs catholiques. Et c'est un mouvement qui est bâti sur
un mouvement de changement social, mais assis sur des valeurs évangéliques. Et il y a 3 mots-clés, c'est voir, juger, agir. Voir, analyser, apprendre à analyser la situation concrètement. Pas partir de rumeurs, il y a ci, il y a ça va pas, mais vraiment analyser la situation. Après ça, juger, essayer de discerner qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait positif. Et puis, ce qui anime ces gens-là, c'est souvent l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il y a un mouvement social incroyable, que c'est pas pour rien que Jésus a terminé sur la croix, c'est parce qu'il a fait son chemin en amenant des choses tellement nouvelles, tellement dérangeantes, qu'à un moment donné... alors donc, et la 3e étape, agir, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est le mouvement de ce réseau-là est né d'un groupe de jeunes de l'Action catholique là-bas. Et un de ces fondateurs-là, il est devenu l'évêque de Freetown. C'est l'archevêque de la grande ville. Donc, cet évêque-là est vraiment un partenaire. Donc, la compagnie minière occupe toute la place. Et toi, tu as beau avoir ta petite maison sur un coin de terre, le sous-sol appartient au gouvernement qui l'a vendu à la mine. Alors, ta maison tasse complètement jusqu'à ce qu'elle tombe dans le trou. Et donc, tu vis autour d'un grand trou. Ici, si on a fait une mine, on va dédommager les gens. On va les aider à s'installer ailleurs. Et ça ne sera pas facile, ils ne seront pas contents, ça va défaire le tissu social, mais il y aura peut-être des bénéfices parce qu'ils ont du travail. Il reste que la contamination de la terre et de l'eau, c'est un gros problème. Ici, on prend soin de ça. Là-bas, pas beaucoup, parce que tu n'es pas obligé par des lois de faire ça. Et même si tu es une compagnie canadienne, là-bas, tu n'es pas obligé. Mais je pensais que, parce que pour en avoir discuté avec vous au préalable, là, quand j'ai regardé c'était quoi l'origine du conflit, je pensais que les Nations unies avaient commencé à s'impliquer pour essayer de changer les choses là-bas. J'aimerais ça qu'on continue à en parler, mais on est déjà à la fin de notre premier segment, donc je vais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutaient via ma TV Outaouais et tout le monde qui nous écoutait là, sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. On va continuer notre entretien, moi et j'ai l'air drôle, j'ai oublié votre nom, Françoise. Donc, on va continuer notre entretien. Je vous invite à nous suivre sur notre site web ou sinon là, sur la page YouTube de TVC Basse-Lièvre. On est toujours disponible sous forme de podcast sur Apple Podcasts et puis toutes les autres plateformes. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, donc j'allais dire, j'avais pu comprendre que les Nations unies s'étaient impliquées puis essayaient de faire changer les choses dans les dernières années. Est-ce qu'il y a eu du changement ou bien on est où ça fonctionne pas? C'est vraiment très lent. Oui, je peux imaginer. Exactement. Et ce que notre partenaire fait là-bas, c'est d'aider les groupes de citoyens à connaître leurs droits, à savoir comment exercer leur plaidoyer auprès du gouvernement. Mais c'est très lent. Il n'y a rien qui se passe vite dans ces endroits-là. Et aussi, très souvent, ce sont les femmes qui sont les premières victimes parce que c'est elles qui s'occupent de la vie. Alors, on leur coupe les ailes vraiment. On a vu une compagnie minière qui était forcée de faire quelque chose. Alors, ils ont décidé qu'OK, le village, on va le déplacer 3 kilomètres plus loin. Et puis, on va leur bâtir ça, nous autres. Alors, ils ont bâti des maisons semblables, des blocs de ciment avec un petit toit de tôle. Là. Sauf que ils ont fait moins hautes que les maisons qu'ils ont d'habitude. La conséquence, c'est qu'il fait très chaud là-dedans, l'air circule pas bien. Il aurait fallu 2 autres niveaux de blocs de ciment. D'habitude, ils ont un seuil assez élevé parce qu'il y a la saison du sable, comme il dit, et la saison de la boîte. Donc, la saison des pluies. Quand arrive la saison des pluies, ben, la boîte rentre dans la maison si ton seuil n'est pas assez haut. Ils ont fait des petits seuils sans tenir compte de ça. Avec un petit perron tout petit, alors que le perron, c'est leur lieu de vie. Parce qu'il n'y a pas de cuisine, de frigo, puis tout ça. Là. Dehors, ils ont un petit... ils font un petit feu de bois, puis ils cuisinent dehors, sur le seuil de leur maison. Donc, ça ne convient pas du tout. Ensuite, ils ont répandu des espèces de petits coquillages, du kimberlite. C'est les résidus de la mine. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Bon, ils ont dit, on va répandre ça là, ça va faire plus propre. Mais les enfants ne peuvent pas jouer là. Ils se coupent, puis ils ne peuvent pas marcher dans ça. Ensuite, ils n'ont pas déménagé l'école, ni le puits, ni la salle communautaire. Alors, à tous les jours, il faut marcher 3 kilomètres pour aller à l'école, pour aller chercher de l'eau, pour revenir. Mais ils n'ont aucun mot à dire. Eux, ils ont décidé, on vous bâtit ça.
C'est un strict minimum qu'ils ont fait, Un finalement. strict minimum. Alors, donc, on Même pas. accompagne le comité des citoyens pour qu'ils puissent demander, exiger leurs droits, faire leur plaidoyer, connaître les lois. Et, euh, et vous seriez étonné, on a assisté à une rencontre de citoyens et les gens parlaient et ce n'étaient pas des gens qui revendiquaient, là, pas du tout. Là. Ils arrivaient, ils avaient fait la démarche de voir, juger, agir et ils étaient capables d'exprimer leurs besoins correctement. Ce pas des gens tellement éduqués non plus, mais c'était étonnant de voir comment c'est pas un bras de fer, c'est vraiment une parole. Là, et il y a des femmes incroyables qui avaient un comité de femmes là-dedans qui ont pris la parole pour exprimer leurs besoins. Tu aurais voulu les avoir dans ton équipe politique chez toi. Là. C'est assez extraordinaire, mais c'est dérangeant. Alors, tu peux comprendre qu'il y a certainement de ces gens-là en cours de route dont la vie est menacée parce qu'ils sont dérangeants. Mais on est tellement heureux de les accompagner, ces gens-là. C'est, ouais. Mais puis ce que j'en comprends aussi, c'est que en même temps, il y en a qui travaillent pour ces compagnies-là. Donc, c'est... Ah oui? Ils Il y a ont des comme... privilégiés qui travaillent, oui. Comment vous dites? Eux, ils se trouvent comme privilégiés, ils ont été choisis, ça doit être les plus dociles, mais la mine, on ne l'a pas vue, nous. On a vu Okay. ce qui reste de la mine, ce qu'ils appellent des mines artisanales. Alors, les gens vont, les mineurs artisanales, ils descendent dans la mine, puis pendant 10 heures, ils travaillent à ramasser des débris. Ils trouvent encore des petites pépites d'or, 2 $ par jour, 10 heures de travail au soleil dans le fond de la mine. Et la fin de semaine, les femmes et les enfants descendent dans la mine et ils vont chercher des pierres qui restent. Et ils les remontent. Et elles sont toutes étalées devant leur terrain. Là. Et au début de la semaine, il y a un petit camion qui passe et ils achètent les pierres, des petites, des moyennes, des grosses, pour construire des routes. Pour vous vous rendez compte, là, à côté de ça, il y a une grosse mine qui a commencé ailleurs. Il y a un mur tout le tour. Et puis, il y a des vigies armées qui marchent là, devant pour pas qu'on s'en approche. Là. C'est vraiment un autre monde. Alors que la vie ordinaire à côté. Et c'était un pays exportateur de riz. C'était des rizières là, qu'ils ont complètement asséchées pour... Oui. Il y avait de l'or en dessous. C'est fou, hein? Mais puis il n'y avait pas aussi des conflits religieux aussi entre musulmanes et chrétiens qui causaient... Pas en Afrique de l'Ouest. Okay. Non, c'est vraiment étonnant. C'est comme... le groupe qu'on a rencontré à Kono, justement, là, celui qui dirige le groupe, il s'appelle Patrick et son bras droit, c'est Mohamed. Et donc, ils font ensemble face aux mêmes défis et ils les relèvent ensemble. Alors, ils ne sont pas des adversaires, ils sont des partenaires. C'est étonnant, vous savez, parce que à Gatineau, il y a un groupe qui s'appelle... voyons, solidarité musulman-chrétien, c'est pas le mot, c'est... je ne suis pas familier, je ne pourrais pas vous aider. Oui, comment ça s'appelle? Donc, c'est un groupe de chrétiens et de musulmans, de catholiques et de musulmans qui se rencontrent pour échanger, pour se connaître et pour aussi essayer de voir c'est quoi qui les anime. Et mon mari et moi, il y a quelques années, on a participé à une rencontre. Nous, on était allés parler de la justice sociale dans l'Évangile. Puis l'imam à côté, lui, il a raconté toutes les surates qui parlent de justice sociale aussi. Puis après, on a échangé. Mais écoute, là, ça se rejoint. Là. Absolument. Et donc, il y a eu plusieurs autres rencontres sur différents thèmes pour voir comment on n'est pas des adversaires dans la vie. Et c'est extrêmement enrichissant. Puis en voyant là-bas, on était à la mine artisanale. Tout à coup, sont arrivés 2 musulmans avec des chèvres. Nous, on était en novembre, mi-novembre. Alors, ils sont venus voir les chrétiens et ont dit, est-ce que vous voulez avoir une chèvre pour votre repas de Noël? Parce que regardez, là, celle-là, on pourrait vous les réserver. Et puis, ils ont créé une entente. Puis après ça, quand ils sont partis, ils ont dit, vous viendrez la manger avec nous. Et probablement qu'ils sont allés la manger, là, pas parce qu'ils voulaient fêter la nativité, mais parce que c'est une fête. Donc,
Il y a d'autres pays où il y a des grosses rivalités entre les musulmans et les chrétiens, mais pas là. C'était impressionnant. Mais tant mieux. Puis tout ça, dans le fond, là, j'imagine, le but, j'imagine, pour garder espoir, il faut garder, comment je dirais ça, une vision à long terme. Tu sais, c'est comme un investissement à long terme où est-ce qu'on essaie de briser une roue. Parce que quand vous agissez au niveau des jeunes, parce qu'un jeune qui a connu juste misère et guerre, nécessairement va développer colère et puis va être attiré à prendre les armes puis à ne pas s'intégrer de façon positive dans sa communauté. Donc, ça doit être enrichissant comme expérience de voir la transformation des enfants dans vos expériences. Oui, de voir que c'est possible, exactement. Oui. Parce que il faut avoir confiance en l'avenir, là. Mais pour avoir confiance, il faut poser les gestes ensemble. Vous, comme personne, là, comment vous diriez que ça vous a changé d'avoir la chance d'aller sur le terrain et rencontrer ces gens-là? J'ai l'impression que ça m'a certainement fait de moi un meilleur humain. C'est pas toujours évident quand on vit toujours dans le même confort, dans le même environnement, de saisir toutes les dynamiques qui se passent dans le monde. Et des fois, en écoutant le bulletin de nouvelles, tu peux être vraiment découragé. Là, tu dis, on ne s'en sortira pas. Là, il y a des guerres qui ne termineront jamais. Il y a des conflits qui ne termineront jamais. Il y a des inégalités qui ne se termineront jamais. Il y a de la violence aux femmes qui ne se termineront jamais. Mais en même temps, si tu te lèves debout et tu dis, mais ensemble, on est capable de changer des petites choses progressivement, ça donne espoir en l'humanité, ça donne espoir en toi aussi. Et puis, tout seul, on ne peut pas changer le monde, mais quand tu t'aperçois qu'on est 100, 200, 10 000, avec 10 000 ailleurs, et ça fait jamais le bulletin de nouvelles, hein, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Hein? Il y a quelqu'un qui nous a déjà dit, tu sais, au bulletin de nouvelles, la mauvaise nouvelle, c'est la publicité. Puis là, on a dit, ben voyons donc, pourquoi tu dis ça? Ben, quand tu regardes le bulletin de nouvelles, tu vois tout ce qui ne va pas dans le monde, tu sais. Puis là, tu dis, ouf, je suis bien assis dans mon salon. Quand tu regardes la publicité, là, ça dit, oh, t'as pas cette auto-là, t'as pas cette affaire-là, mais c'est effrayant, tout ce qui te manque dans la vie. Donc, c'est ça la mauvaise nouvelle. Et là, je me suis dit, oh, ça va pas bien. Et on se met à penser que ce sont des bonnes nouvelles, de sentir que ça va mal ailleurs, mais qu'ici, on s'en sort bien, ça va pas très bien. De sorte que la solidarité, je pense que ça peut juste faire de nous des meilleurs humains, puis nous donner confiance en la vie, puis confiance en l'avenir. Pensez-vous qu'on en fait, vous avez pratiquement répondu à la question, là, mais j'imagine qu'on faudrait développer ou exploiter des moyens pour en parler davantage, pour que les gens soient plus conscientisés, peut-être? Oui, je pense que oui. C'est sûr que notre prise de parole est surtout en Église, nous autres. Alors, à l'automne, on a une prise de parole pour parler des campagnes des campagnes de sensibilisation où on s'implique pour remplir une pétition, aller rencontrer nos députés pour demander de changer des choses. Donc, le milieu catholique en entend davantage parler. Puis pendant le carême de partage aussi, c'est à l'intérieur de l'Église qu'on parle de toutes ces choses-là. Mais effectivement, puis c'est pas toujours facile d'avoir une oreille de médias qui vont dire, ben oui, venez parler avec nous. Donc, on est très heureux d'avoir la chance d'en parler. Ouais, mais ici, au Québec, on n'est pas fort sur la nouvelle internationale comme on l'est en Europe. En Europe, je trouve, moi, souvent, je vais regarder. Oui, davantage. Oui, ils vont en parler beaucoup plus. C'est un peu dommage, je trouve, dans ce sens-là. Oui, oui. Puis, quand vous avez fait vos voyages, vous êtes parti combien de temps? Ces 2 voyages que vous avez fait? Oui, 3 semaines au Pérou. OK. Et, ah oui, je voulais vous parler des radios communautaires. Ah oui, c'est vrai, vous En Afrique et au Pérou, exactement. Alors, il y en a une qu'on a rencontrée à Lima, pas à Lima, à Iquitos, qui est une toute petite ville au bord de l'Amazone, mais le chef-lieu des petits villages, là. Et dans le marché, il y a une radio communautaire, avec les moyens du bord, à peu près installés comme vous, là. Mais c'est un outil d'information et de formation incroyable.
il y a un marché, là. Donc les gens des petits villages viennent et de 8h à 8h30 le matin, ils peuvent aller là, puis ils peuvent parler à leur famille. Ils n'ont pas le téléphone, il n'y avait pas de téléphone cellulaire à ce moment-là non plus, puis avant qu'il y en ait dans le fond de l'Amazonie, non, mais avec des petits radios amateurs, ils peuvent donner des nouvelles, prendre des nouvelles. Il se fait de la formation sur la santé, sur toutes sortes de sujets à l'intérieur de cette radio-là, de la culture aussi pour diffuser de la musique du pays, mais c'est un lieu incroyable de solidarité. On est allé dans les montagnes aussi, où là, la vie est plus difficile, où il y a eu beaucoup de terrorisme. Et la radio, la petite radio qu'on a visitée aussi, là aussi, c'est un lieu d'information puis de formation. Alors, c'est pas un lieu où on fait des fausses nouvelles, où on crée de la zizanie entre les personnes, où on dit que tout va mal. C'est des lieux de formation communautaire. Et c'est rassembleur. En Sierra Leone aussi, dans l'Est, qui est un secteur un peu négligé. Là, il y a une radio amateur absolument incroyable et le directeur de la radio, c'est un visionnaire. Il veut changer le monde, lui. Et sur la petite colline, donc, ils ont leur radio. Et là encore, de l'information, de la formation, en anglais, en criot, en 8 langues, aussi du petit théâtre amateur sur la radio, et puis un club des auditeurs. Alors, pendant que nous étions là, il est allé prendre le micro, puis il a dit aux gens d'en bas de la côte, et bien voilà, on a des invités de Développement épais du Canada, venez donc les rencontrer. Hey, les gens montaient sur la colline, ils sont venus s'asseoir avec nous, une quarantaine de personnes, puis on a pu échanger, puis saisir comment cette radio communautaire-là, c'est un pivot de formation, d'information et de changement social au cœur de ce petit village-là. Quelle belle histoire pour l'utilisation d'un média. Hein? Exactement. Ouais. Ah, mais c'est fun de voir comment vous avez pu voir. Parce que vous auriez pu arriver à l'émission puis nous raconter autant, je pense, l'horreur que vous avez vécue, mais ce que vous nous racontez, c'est un message positif du début à la fin. Mais j'imagine que ça prend cette attitude-là aussi pour être capable de vivre ces voyages-là. Ah oui, absolument. On se prépare beaucoup avant aussi. Ah oui? Parce que tu peux nécessairement avoir un choc culturel. Dès que tu mets le pied à l'aéroport, là, t'es... Ouf, où est-ce que je suis rendu? Quand on est arrivé en Sierra Leone, on est arrivé l'après-midi, mais l'aéroport est de l'autre côté du fleuve. Parce que c'est plat. Sierra Leone, c'est la montagne du Lion. Alors, l'aéroport n'est pas là. On a dû prendre un traversier, mais une expérience assez affolante. Là. On avait l'impression d'être des migrants sur un bateau. Et quand on a traversé la ville, après la guerre, le système électrique est détruit. Là. Alors, la ville était dans le noir. Puis, sur le seuil des maisons, on voyait des petites chandelles. Les gens veillent le soir à la chandelle jusqu'à ce qu'il fasse assez frais pour aller dormir. C'est pas comme ça que ça se passe quand tu arrives à Montréal. Hein. Tu survoles la ville, c'est plein de lumière. Là-bas, c'était... mais les gens ont appris à vivre avec ça, sont en train de reconstruire leur pays ensemble. De sorte qu'il faut être préparé à ça. Puis on est revenu avec des photos magnifiques. Puis il y a quelqu'un qui nous a dit, mais les gens n'ont pas l'air misérables. Puis là, on a réalisé que non, on n'était pas allé visiter la misère. On est allé visiter des gens dignes qui se prennent en main. Et ça paraît dans leur visage, ça paraît dans leur posture, ça paraît dans toutes nos photos. Là. Ils sont en train de construire quelque chose ensemble. Et la solidarité, c'est un mot fort là-bas. Tu sais. Nous autres, on découvre, bon, mais il y a eu des inondations, on a découvert la solidarité. Là. On est allé faire des sacs de sable, on a apporté des muffins aux gens. En général, on a moins besoin de solidarité au quotidien. Là-bas, la solidarité, c'est au quotidien qu'ils en ont besoin. Puis la solidarité, à partir du mot solide, c'est être solide ensemble, être solidaire. Donc, on a vu ça. Et ça, je veux dire, ça donne des sourires inouïs. Là. Je trouve qu'il y a une leçon peut-être à tirer de ça, parce que c'est quasiment triste d'entendre que ça prend des situations comme celle-là pour être solidaires ensemble et se soutenir, alors que
ensemble, ben, peu importe les défis, même si c'est pas, tu sais, bon, c'est plus petit, ben, plus petit, ou c'est différent d'une inondation, mettons, un problème qui est dans l'immédiat, tu sais, pour aider à construire une communauté, pour vivre bien et digne. Euh, la solidarité, c'est un peu la clé. Tu sais. Moi, nous, on le voit dans le milieu communautaire beaucoup, mais c'est plate de voir que ça prend ça. Fait que je trouve qu'il y a une leçon à tirer de ce que vous nous racontez parce que ben, eux, les obstacles sont tellement grands, puis et malgré tout, ils vont se tenir debout et fiers. Alors que nous, des fois, on a tendance, je trouve, à s'apitoyer, puis se plaindre, puis chialer. Alors que, bon, mais pourquoi pas construire des choses en solidarité, puis de façon positive, tu sais? Mhm. Ah oui, puis ensemble, on a une imagination incroyable. Hein? Ben oui, absolument. Ben, Mhm. écoutez, c'était vraiment un beau témoignage. Je vous remercie beaucoup, Françoise, d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Et puis, je vais vous souhaiter un bon succès, une belle continuité là, dans les projets avec Développement IP.